C'est quoi une pilule? Alors il y a différentes façons de voir les choses. La pilule, on dit, c'est une méthode de contraception hormonale. Alors les chercheurs scientifiques ont mis au point une pilule contraceptive et c'est grâce à une application des connaissances sur le fonctionnement hormonal des cycles sexuels féminins. Alors grâce entre autres à l'étude du complexe hypothalamo-hypophysaire, c'est un complexe qui fait intervenir donc l'hypothalamus et l'hypophyse, donc l'anté-hypophyse, l'hypophyse antérieure en fait, et intervention également dans ce système de régulation des gonades, c'est-à-dire dans le cas de la femme, donc intervention des ovaires. On peut se demander comment est-ce que l'on peut expliquer l'effet contraceptif de la pilule chez la femme, alors en connaissant le fonctionnement du complexe hypothalamo-hypophysaire, et je vous invite à aller voir d'autres cours que j'ai fait un petit peu avant cette séance. Essayons de voir dans un premier temps le rôle de l'hypophyse sur le fonctionnement des ovaires avant d'essayer de comprendre grâce à une expérience, plutôt essayer de montrer grâce à une expérience un effet intéressant des hormones ovariennes. Puis ensuite nous allons essayer de comprendre donc en quoi les hormones de synthèse sont proches des hormones naturelles, avant de terminer par les conséquences de la prise régulière de la pilule. Essayons de voir le rôle de l'hypophyse sur le fonctionnement des ovaires. Nous savons qu'il existe un complexe que l'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire qui fait intervenir l'hypothalamus et l'hypophyse. Ce qui est intéressant, c'est de constater que l'hypophyse est contrôlée par une neurohormone que l'on appelle la GnRH. Alors pourquoi neuro? Parce qu'elle est biosynthétisée par des neurones. Ensuite, cette hormone synthétisée va passer dans le sang au niveau de la tige pituitaire qui relie l'hypothalamus à l'antéhypophyse. Et à partir de ce réseau sanguin, eh bien, l'hormone GnRH va sortir pour aller stimuler l'hypophyse qui, à son tour, va sécréter deux hormones qui seront FSH et LH. FSH étant la folliculo-stimulating hormone et LH étant la luteinizing hormone. Les ovaires donc sont sous le contrôle hypothalamo-hypophysaire. Alors on peut rappeler brièvement le cycle ovarien. Il commence le premier jour des règles, jour numéro 1 qui va commencer le début de ce que l'on appelle la poussée folliculaire grâce à l'interaction de l'hormone FSH. Le 14e jour du cycle, on va s'apercevoir qu'il y a un pic de LH notamment, alors pic de FSH également, et ce qui est à retenir et qui est important, c'est qu'il y a un pic de LH qui va déclencher l'ovulation. Donc, cette hypophyse antérieure qui libère de la LH et de la FSH, eh bien, voit sa quantité de LH largement augmentée vers un tout petit peu avant le 14e jour du cycle, de telle sorte que le 14e jour du cycle, l'ovulation est déclenchée. Donc, il y a sécrétion des hormones FSH et LH par l'hypophyse sous l'action de la neurohormone GnRH produite par l'hypothalamus. Donc ça, c'est une partie qui va régler les cycles chez la femme. Au niveau supérieur, au niveau du cerveau, l'hypothalamus et l'hypophyse ont un rôle très important. Donc ces gonadostimulines, je répète, FSH et LH, produites par l'hypophyse, vont gouverner l'évolution des follicules des ovaires. Puis la brusque libération de LH va déclencher l'ovulation. Et je répète,
que ces hormones hypophysaires, donc ces sécrétions hypophysaires, sont elles-mêmes sous la dépendance d'une neurohormone que l'on appelle GnRH, qui est produite par l'hypothalamus. Donc si vous regardez le graphe de la quantité de FSH et de LH en fonction du temps, en fonction des jours du cycle, donc on part du jour numéro 1, alors entre 0 et 1, le jour 0 et 1 c'est dès l'apparition des règles, vous pouvez dire que le cycle sexuel, le cycle ovarien va commencer et qu'il va y avoir une croissance folliculaire qui va pouvoir se faire grâce à l'hormone FSH. Cette poussée folliculaire, cette croissance folliculaire fait que, à un moment donné, il va y avoir une sécrétion très importante d'œstrogène par ces cellules folliculaires, cette quantité très importante qui arrive en fin de première partie du cycle va être à l'origine du déclenchement de ce pic de LH. Donc ça veut dire que en gros les ovaires eux-mêmes vont contrôler le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc il y a l'ovulation sous l'effet de ce complexe hypothalamo-hypophysaire, sous l'effet de ce pic de LH, et grâce entre autres à ces follicules et notamment à ces cellules folliculaires qui vont sécréter des œstrogènes qui vont elles-mêmes avoir un rôle dans la sécrétion de LH et de FSH. Donc nous allons en parler tout à l'heure, lorsque l'on va faire une expérience intéressante sur les hormones ovariennes à partir d'ovaires de guenon que l'on va retirer, et on va voir les conséquences. Donc on a dit, il y a le 14e jour du cycle ovulation, puis ce follicule qui a libéré l'ovule va se transformer pour devenir ce que l'on appelle le corps jaune, qui contient toujours des cellules qui vont sécréter des œstrogènes, mais notamment également de la progestérone. Donc on va avoir une quantité croissante de progestérone du 14e jour du cycle au 21e jour du cycle à peu près, puis cette quantité d'œstrogène et de progestérone à partir du 21e jour du cycle va diminuer pour devenir pratiquement nul le 28e jour du cycle. Et c'est justement ce qui va déclencher au niveau de la muqueuse utérine, donc cette baisse brusque du taux hormonal, donc qui va déclencher la desquamation de la muqueuse utérine, enfin l'enlèvement de la muqueuse utérine, et ce sera le début des règles et le début, donc l'amorce d'un nouveau cycle. Donc voilà pour l'effet des hormones de l'hypophyse sur le fonctionnement ovarien. Je répète que FSH et LH sont sous la dépendance de la GnRH produite par l'hypothalamus. Lors de la première partie d'un cycle sexuel, donc du 1er au 14e jour du cycle, la FSH sécrétée en permanence, mais dont la quantité va augmenter petit à petit à mesure que l'on s'approche du 14e jour du cycle, et bien cette FSH va permettre la croissance des follicules. Croissance des follicules, donc ça veut dire que les cellules folliculaires vont être capables de sécréter des œstrogènes, et comme le nombre de cellules augmente, et bien la quantité d'œstrogènes augmente également. Et à un moment donné, cette quantité est telle qu'elle va déclencher un pic de LH qui va être à l'origine de l'ovulation. Et alors, c'est la LH qui va prendre le relais, surtout dans le déclenchement du contrôle de la fonction du corps jaune. Œstrogènes et notamment progestérone vont être produites par ce corps jaune. Voilà, donc si on voit deux éléments importants, l'ovulation, le 14e jour déclenché par le pic de LH, et le corps jaune qui va sécréter des œstrogènes mais également de la progestérone, qui va être à l'origine de l'installation, en tout cas de la préparation de la muqueuse utérine pour une éventuelle nidation. Essayons maintenant de voir une démarche expérimentale, essayons de voir les résultats et d'interpréter les résultats. Il s'agit d'une expérience qui va montrer
un effet relativement intéressant des hormones ovariennes. En fait, il faut se procurer un graphe où l'on voit le taux sanguin de LH en nanogrammes par millilitre en fonction des jours, en fonction du temps donc, que l'on va repérer en nombre de jours. Un certain taux sanguin de LH a été dosé chez un animal. Alors, il s'agit d'une guenon. On retire les ovaires à cette guenon parce qu'elle avait des problèmes ovariens, on va dire. On lui enlève les ovaires et la quantité de LH, on s'aperçoit que si l'on dose la quantité de LH, eh bien cette quantité est relativement stable et se stabilise à peu près à 25 nanogrammes par millilitre. Bon. Donc ça veut dire, par exemple, du premier au quatrième jour, on a une quantité stable de LH. Alors n'oublions pas que l'on a enlevé les ovaires. Donc ça veut dire que sans ovaires, l'hypophyse sécrète LH et ça veut dire que GnRH est produite également puisque GnRH contrôle l'hypophyse. Donc ça veut dire que LH est sous le contrôle de GnRH qui est bien sécrété. Et la quantité est stable. Ensuite, à partir du quatrième jour, donc on fait une perfusion continue de progestérone et notamment d'œstrogène. Quels sont les résultats? Eh bien, cherchons à exploiter ces résultats. Là, on est dans une démarche expérimentale. Alors, on n'a pas fait l'expérience puisqu'on parle, donc il y a une discussion qui s'installe entre nous, mais on a des résultats sur un graphe, on s'aperçoit que cette quantité de LH va régulièrement diminuer jusqu'au 18e, 19e jour de notre expérience chez la guenon. Donc une perfusion continue d'hormones ovariennes entraîne une diminution de sécrétion de LH. Je répète, une perfusion continue d'hormones ovariennes entraîne une diminution de la sécrétion de LH. Donc ça veut dire que l'hypophyse sécrète moins de LH. Alors, on va parler là, mais bon, c'est pas à retenir pour le programme de seconde, mais qu'il y a un rétrocontrôle négatif qui s'exerce entre les hormones, notamment les œstrogènes, au niveau de l'hypophyse. Et en l'occurrence, là, évidemment, au niveau de l'hypothalamus. Donc, c'est important de comprendre que s'il n'y a pas d'œstrogène, la quantité de LH est constante. Donc, ça veut dire que l'hypothalamus sécrète GnRH qui contrôle l'hypophyse qui lui-même va sécréter LH. Et ça veut dire que s'il y a des œstrogènes, par exemple, la quantité de LH diminue. Donc là, vous comprenez bien qu'il y a un contrôle du complexe par l'hormone ovarienne. C'est très important à comprendre. Et pourquoi c'est très important à comprendre? Eh bien parce qu'on va utiliser, dans la pilule contraceptive, on va utiliser cette exploitation des résultats pour faire en sorte que dans les pilules, on va mettre une quantité de progestérone et d'œstrogène. Alors dans les œstroprogestatifs, il y a plusieurs types de pilules, on verra après. Donc on va mettre en tout cas une quantité constante d'hormones qui va faire que on va avoir une constance, enfin une diminution plutôt de la sécrétion de LH. Et de ce fait-là, vous comprenez bien que le pic de LH ne pourra pas se faire. Donc ça veut dire que
on n'aura pas d'ovulation. Donc voilà, cette expérience est importante à comprendre parce que la pilule, en fait, on va voir qu'elle va apporter en quantité continue des hormones ovariennes, ce qui va empêcher le pic de LH, donc l'ovulation. Les gamètes de ce fait-là ne pourront pas se rencontrer, donc il n'y aura pas de grossesse, pas de fécondation, pas de grossesse, évidemment. Bon, voilà, donc c'est important à comprendre. Hein. Donc, si on résume un petit peu ce que l'on vient de dire sur le rôle de l'hypophyse, sur le fonctionnement des ovaires et sur l'expérience intéressante en enlevant les ovaires chez une guenon, on s'aperçoit que le cycle ovarien, à partir de la poussée folliculaire, l'ovulation, puis la formation du corps jaune, eh bien cette régulation qui se fait grâce à des hormones FSH et LH sous l'emprise entre guillemets de la GnRH provenant de l'hypothalamus, eh bien cette régulation va faire que on va pouvoir l'empêcher grâce à une perfusion continue d'hormones qui sera contenue, évidemment, alors ce ne sera pas une perfusion à partir d'une seringue, etc., ce sera une pilule, ça veut dire qu'il va y avoir libération progressive des hormones qui vont empêcher le pic de LH et donc l'ovulation. Bon, donc voilà, donc c'est une expérience qui est très importante à comprendre, hein, et vous imaginez bien que les personnes qui ont découvert cet effet-là, eh bien, ont reçu des récompenses. Bon, bref. Essayons maintenant de présenter les molécules de synthèse qui sont dans les pilules contraceptives. Donc il y a en fait une grande diversité de pilules, une diversité de pilules. Donc des hormones de synthèse en fait sont proches des hormones naturelles. Alors il y a en fait plusieurs générations de pilules, première génération, deuxième, troisième, quatrième. Alors ça ne veut pas dire que la quatrième génération est la plus performante par rapport aux autres, loin de là. Hein, nous allons voir que même il est déconseillé de donner aux femmes des pilules de troisième et quatrième génération. Alors, une pilule contraceptive, elle contient des hormones qui vont ressembler, enfin qui ne sont pas vraiment des hormones naturelles sécrétées par les organes, mais qui sont des hormones qui vont mimer l'effet, donc on parle d'hormones de synthèse, donc elles vont mimer les effets des hormones naturelles. Donc cette pilule contraceptive, elle contient des hormones de synthèse mises au point par des chercheurs et qui sont produites par des laboratoires pharmaceutiques en général. Les pilules qui sont le plus utilisées sont des pilules que l'on dit combinées, donc œstroprogestatives, ça veut dire qu'ils contiennent des œstrogènes sous forme par exemple d'éthényl-estradiol et qui contiennent donc de la progestérone. Donc ces pilules combinées, elles associent un œstrogène et un progestatif, c'est-à-dire une hormone qui dérive de la progestérone, donc qui ressemble. Donc il existe une certaine diversité de pilules et c'est à partir de là où des molécules utilisées que sont définis les types de pilules. Et c'est le médecin ou la sage-femme qui va proposer une pilule qui sera la mieux adaptée à chaque personne. Alors on parle de pilules combinées ou de pilules progestatives. Les pilules progestatives contiennent un progestatif, c'est-à-dire une molécule qui va ressembler en fait globalement à la progestérone. Alors, pilules progestatives, par exemple lévonorgestrel ou désogestrel. Donc ce sont des progestatifs, donc des hormones de synthèse qui ressemblent à la progestérone. Dans les pilules combinées, il y a plusieurs générations de ces pilules combinées. Première génération qui associe un œstrogène et un progestatif. Première génération, donc éthényl-estradiol, associé à la norethystérone. Deuxième génération, éthényl-estradiol, associé au lévonorgestrel.
Troisième génération, éthényl-œstradiol associé au désogestrel. Et quatrième génération, éthényl-œstradiol associé à drospirénol. Donc vous voyez qu'il y a une certaine diversité de pilules combinées et pilules progestatives. Si nous essayons de comparer la structure moléculaire des hormones libérées par les ovaires avec les hormones présentes dans les pilules contraceptives, on s'aperçoit qu'il y a une similitude de structure spatiale d'au moins une partie de la molécule, donc ce qui permet aux molécules de synthèse de jouer le rôle de leurre, L-E-U-2-R-E, dans le système de régulation qui va faire intervenir le complexe hypothalamo-hypophysaire et les ovaires. Donc cette comparaison permet de montrer que les molécules, globalement, ont la même structure. En tout cas, il y a une structure commune et une structure importante qui va faire que ces molécules qui sont synthétisées par l'homme, ces molécules de synthèse, vont avoir la même action que les hormones sécrétées de manière tout à fait naturelle par les ovaires. Bon, voilà, donc là vous avez compris que dans les pilules, il y a des hormones, œstrogènes, enfin l'équivalent des œstrogènes et progestérone. Et vous vous souvenez que dans le cycle ovarien, il y a sécrétion d'œstrogènes dans la première partie du cycle, alors également dans la deuxième partie du cycle après l'ovulation, mais que dans la deuxième partie du cycle s'ajoute en plus la sécrétion de progestérone. Donc vous voyez que si on met dans une pilule de l'œstrogène et de la progestérone, ça veut dire que d'après ce que l'on a dit dans la régulation du système de régulation qui fait intervenir le complexe hypothalamo-hypophysaire et les gonades, les ovaires, eh bien ça veut dire que ces hormones que vous prenez en plus vont agir de telle façon, entre autres, comme on l'a vu dans l'expérience chez la Guenon, qui vont agir pour empêcher, par exemple, ce pic de LH et donc empêcher automatiquement l'ovulation. Bon. Essayons de comparer l'évolution du taux des hormones gonadostimuline, FSH et LH lors d'un cycle sans contraception et lors d'un cycle avec contraception. Alors, souvent la pilule se prend à partir du premier jour des règles. Et tout à l'heure, on a dit que la quantité d'œstrogène et progestérone commence à diminuer après avoir augmenté, puis diminué encore un petit peu, mais surtout diminuer à partir du 21e jour du cycle. Bon. Donc ça veut dire que le plus souvent la pilule se prend chaque jour à partir du premier jour des règles pendant environ 3 semaines. 3 x 7, 21, donc on arrive à peu près au 21e jour du cycle où la quantité d'œstrogène et progestérone va diminuer de manière naturelle. Eh bien, en arrêtant de prendre la pilule au 21e jour du cycle, ça veut dire qu'on va mimer l'action naturelle de production d'hormones, progestérone et œstrogène. Donc au cours de la semaine qui va suivre le 21e jour du cycle, donc lors de l'arrêt de la prise de la pilule, eh bien les règles vont survenir et une deuxième plaquette doit alors être débutée une semaine après le dernier comprimé précédent. Donc on va regarder un graphique qui va présenter les taux sanguins d'hormones hypophysaires chez une femme avant et à partir de la prise de la pilule. Ici, la prise quotidienne d'une pilule combinée a débuté, par exemple, on va dire, le 29 septembre. Donc ça veut dire que si vous regardez cette quantité d'hormones FSH et LH en fonction du temps, en fonction des jours, donc imaginons à partir du mois de septembre, le 1er septembre, on ne prend pas la pilule, jusqu'au 29 septembre, on ne prend pas la pilule. Donc la femme ne prend pas la pilule. On regarde FSH et LH, et
comme nous l'avons vu précédemment, eh bien nous avons bien, un tout petit peu avant le 14e jour du cycle, on a bien un pic de LH et un pic de FSH. Et ensuite, ces quantités d'hormones LH et FSH vont diminuer pour se stabiliser globalement, on va dire, jusqu'au 29 septembre, qui correspondrait à la prise d'un contraceptif oral. Et on s'aperçoit qu'à partir du 29 septembre, eh bien, il n'y a pas de pic de LH 14 jours après le premier jour des règles. Donc ça veut dire que, comme nous l'avons expliqué, sachant que les pilules contiennent des hormones ovariennes, eh bien ça veut dire que la diffusion continue d'hormones ovariennes empêche la survenue du pic de LH. Autrement dit, la pilule œstroprogestative empêche bien ce pic de LH. Donc ça veut dire pas d'ovulation, pas de fécondation, pas de grossesse, pas d'imitation, pas de grossesse. Bon voilà, donc en résumé, on s'aperçoit que la pilule contraceptive, elle va bloquer l'ovulation en empêchant l'apparition du pic de LH vers le milieu du cycle. Ce pic étant nécessaire évidemment à l'ovulation. Pas d'ovulation, pas de fécondation, comme nous l'avons dit. Et les molécules de synthèse contenues dans la pilule ont la même action inhibitrice sur la sécrétion de LH. On a vu que le pic de LH était empêché. Donc, nous avons dit que les molécules de synthèse contenues dans la pilule ont la même action inhibitrice sur la sécrétion de LH que les hormones naturelles. Donc cela peut s'expliquer par la ressemblance de la structure des différentes molécules naturelles et de synthèse qui vont permettre de leurrer le système de régulation hormonale qui fait intervenir l'hypothalamus, l'hypophyse antérieure et les ovaires. Donc voilà, nous avons compris l'action des hormones ovariennes sur un cycle utérin et on a bien fait le lien entre l'arrêt de la prise de la pilule vers le 21e jour du cycle et la survenue des règles la semaine suivante. En effet, la fin du cycle est marquée par une diminution de sécrétion hormonale, donc des hormones ovariennes en fait, qui est mimée par l'arrêt de la prise de la pilule. Bon, voilà. Donc, vous avez compris, je pense que la pilule, en fait, il faut connaître le système de régulation hypothalamo-hypophysaire que je vais vous résumer après vous avoir redonné quelques définitions. Alors, c'est facile à comprendre ou c'est pas facile à comprendre. Bon, vous êtes seul juge. Bon. Il faut vous référer aussi à mes cours antérieurs sur les cycles ovariens, sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Bon. Mais ce cours-là, c'est une application en fait de la connaissance du complexe, du fonctionnement du système de régulation qui fait intervenir 3 niveaux, donc l'hypophyse, l'hypothalamus d'abord, qui est quelque part dans le cerveau, donc l'hypothalamus, donc sécrétion de GnRH, qui va agir sur l'hypophyse. L'antéhypophyse va être un organe cible des hormones GnRH, de l'hormone GnRH. Sur cet organe cible, il y a des cellules évidemment qui vont être ciblées par la GnRH grâce à des récepteurs spécifiques. Et la fixation sur ces récepteurs de la GnRH va faire en sorte que, alors il y a des mécanismes que l'on ne va pas expliquer ici, mais va faire en sorte que les cellules de l'hypophyse vont modifier leur fonction, leur métabolisme, en fait, on va dire.
de telle sorte qu'elles vont sécréter, ces cellules, des gonadostimulines, FSH et LH. Ces FSH et LH étant des hormones, donc elles vont passer dans le sang, puis aller agir à distance sur des cellules cibles au niveau ovarien, notamment au niveau des cellules folliculaires. Alors, je ne détaille pas la structure de ces follicules, référez-vous encore une fois à un autre cours, mais ces cellules vont recevoir, vont pouvoir fixer FSH et LH grâce à des récepteurs spécifiques, et ces cellules vont encore une fois modifier leur fonction pour produire des œstrogènes dans un premier temps, puis des œstrogènes et de la progestérone dans un deuxième temps, c'est-à-dire deuxième partie d'un cycle sexuel chez la femme, cycle ovarien et cycle de la muqueuse utérine. Ces hormones œstrogènes vont elles-mêmes passer dans le sang pour aller agir donc à distance sur un autre organe, notamment sur l'hypothalamus mais également sur l'hypophyse, et il va s'établir un certain contrôle de la sécrétion de GnRH et de LH et FSH sous l'action de ces hormones ovariennes. Alors on parle de rétrocontrôle, ça veut dire que les ovaires qui produisent des hormones vont sécréter ces hormones dans le sang, ces hormones vont aller agir à distance. L'hypothalamus et l'hypophyse sécrètent de manière contrôlée la quantité de GnRH et de FSH et LH. Donc un équilibre va se créer. Mais on comprend bien que dans les ovaires, lors de la poussée folliculaire, un follicule particulier va augmenter en taille sous l'action de division cellulaire très intensive, et donc ces cellules sécrétant des œstrogènes, eh bien cette quantité d'œstrogène va augmenter automatiquement. Et cette quantité excessive d'œstrogène, au lieu de faire un rétrocontrôle négatif au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse, eh bien va faire le contraire. Donc ce rétrocontrôle va devenir positif. Ça veut dire qu'il va y avoir une brusque libération de LH, par exemple, qui va permettre à l'ovulation d'avoir lieu. Puis ensuite, une fois que l'ovule est libéré, eh bien, ces cellules folliculaires sont toujours là, mais il va y avoir en plus sécrétion. Alors, je ne donne pas la structure, référez-vous à un autre cours, mais dans la structure de ces follicules, il y a ce que l'on appelle la TEC, la granulosa, les cellules folliculaires sont quelque part ici. Bon, bref, elles sécrètent en plus des œstrogènes de la progestérone. Bon. Donc là, vous avez compris que un cycle va s'établir. Alors également, il ne faut pas oublier le cycle de la muqueuse utérine, mais nous n'en parlons pas tellement dans ce cours. Donc si on rappelle quelques définitions, définition d'une hormone qui est à connaître, une hormone. Il faut savoir qu'une hormone, c'est quoi? C'est une molécule qui va être produite par un organe, qui va passer dans le sang et qui va aller agir à distance sur un autre organe qui va modifier sa fonction, donc son métabolisme. Mais si une molécule se comporte de cette façon-là, de cette manière-là, c'est-à-dire produite, passer dans le sang, agir à distance pour faire modifier l'organe. Les gonadostimulines sont des hormones hypophysaires FSH et LH qui vont stimuler l'activité des gonades, donc ovaires ou testicules chez l'homme, ovaires chez la femme évidemment. Les gonades, donc, ce sont des glandes sexuelles qui vont produire des gamètes et des hormones sexuelles. Alors des glandes sexuelles, donc ça veut dire qu'elles vont produire des hormones. Alors c'est quoi une hormone? C'est une molécule, nous l'avons dit précédemment, qui va être produite par un organe, qui va passer dans le sang et qui va agir à distance sur un autre organe pour faire en sorte que cet autre organe modifie sa fonction. Bon. Donc c'est ça une hormone. Donc ça veut dire que les gonades vont être capables de produire des gamètes d'une part, spermatozoïdes chez l'homme, ovules chez la femme, et des hormones sexuelles, testostérone chez l'homme, œstrogène, progestérone chez la femme. Bon. GnRH est une neurohormone qui est produite par les neurones de l'hypothalamus. L'hypothalamus est un organe nerveux qui est situé
au-dessus de l'hypophyse avec laquelle il communique par des vaisseaux sanguins, donc au niveau de la tige pituitaire, qui relie l'hypothalamus à l'hypophyse. Donc cet hypothalamus va produire une neurohormone qui va stimuler l'hypophyse. Cette neurohormone est appelée GnRH. L'hypophyse étant une glande endocrine située à la base du cerveau, donc en lien avec l'hypothalamus. Et cette hypophyse va produire diverses hormones, notamment, enfin pas notamment, mais entre autres FSH et LH. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que FSH et LH, mais dans ce cours-là, on ne parle que de cela. Donc ces gonadostimulines FSH et LH vont stimuler l'activité des gonades, c'est-à-dire permettre la production de gamètes et d'hormones, donc spermatozoïdes et testostérone au niveau testiculaire chez l'homme, et ovules et œstrogène progestérone au niveau des ovaires chez la femme. Une neurohormone, on l'a compris, c'est une molécule qui est produite par un neurone, mais qui va se comporter comme une hormone en circulant dans le sang pour aller agir sur des cellules cibles. Par exemple, la GnRH va aller se fixer sur des cellules cibles au niveau de l'hypophyse. Cette hypophyse va alors pouvoir sécréter ou non, sécréter en l'occurrence ici, des hormones FSH et LH. Une perfusion, nous avons parlé de perfusion, vous savez que c'est l'introduction lente et continue d'une substance dans le sang. On parle souvent de goutte à goutte, bien connu à l'hôpital lorsque les malades sont dits perfusés. Les œstrogènes, vous avez compris que ce sont des hormones sexuelles qui sont produites par un ovaire, qui sont responsables, eux, des caractères sexuels secondaires, en plus de leur rôle autre dans la régulation de la production d'ovules et d'hormones ovariennes. Donc il y a un rôle également dans les caractères sexuels secondaires. Donc ça veut dire qu'il y a des cellules cibles qui sont ailleurs qu'au niveau des ovaires ou au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc ces hormones sexuelles œstrogènes vont stimuler la croissance également de la muqueuse utérine à chaque cycle. Il existe des œstrogènes de synthèse qui sont présents également dans les pilules contraceptives et qui vont mimer en quelque sorte les hormones naturelles, donc que l'on dit hormones que l'on appelle hormones endogènes, sécrétées par des glandes endocrines. La progestérone, elle, est une hormone ovarienne qui est produite également par les ovaires après l'ovulation. Elle va stimuler le développement et le maintien de la muqueuse utérine. Alors à noter, on rappelle qu'à partir du 21e jour, la quantité de ces hormones œstrogène-progestérone va tout doucement diminuer jusqu'au 28e jour du cycle, où là, à ce moment-là, la muqueuse n'ayant plus de raison d'être pour accueillir l'embryon qui n'a pas pu se former, puisque dans le cas de la prise de la pilule, on n'a pas de rapprochement des gamètes, puisqu'il n'y a pas d'ovulation. Donc même si le spermatozoïde est libéré dans les voies génitales de la femme, eh bien il ne peut pas aller féconder d'ovules puisqu'il n'y en a pas. Pas de fécondation, pas de nidation, pas de grossesse. Donc voilà, un rôle de la progestérone, des œstrogènes, rôle des neurohormones, rôle de l'hypophyse, de l'hypothalamus, de la GnRH, rôle des gonades, gonadostimulines, etc. Voilà un ensemble de mots que vous devez connaître, vous, en seconde, qui sont très importants pour comprendre globalement ce complexe hypothalamo-hypophysaire qui va agir sur les gonades, donc au niveau ovarien. Les ovaires vont agir à leur tour au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire en provoquant, mais vous n'avez pas à le retenir en seconde, ce que l'on appelle des rétrocontrôles qui se font de manière négative lorsqu'il y a trop d'œstrogènes produites. Ça veut dire que le contrôle au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse va faire en sorte que ces quantités vont être moins importantes et donc vont avoir tendance à réguler la quantité qui deviendrait trop importante d'œstrogènes. Donc ça veut dire que les œstrogènes se régulent elles-mêmes par l'intermédiaire de rétrocontrôles négatifs et positifs lorsqu'il y a le pic de LH. Bon, mais ça c'est une autre histoire. Le cours est terminé. Merci.
vous.